Et bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve, on n'est ni au jardin ni au potager. Je suis à la plateforme du SICTOM du Sud Gironde. C'est là que je me fournis régulièrement en compost, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. C'est un matériau dont je suis assez friand pour amender le potager. Et j'aurais demandé si c'était possible de faire une petite vidéo du coup sur la plateforme, ils ont gentiment accepté. Et donc on est parti pour faire le tour, on va regarder un peu comment ils s'y prennent pour faire du compost. Allez, c'est parti. Donc je suis avec Damien de la plateforme qui m'accueille. Oui, voilà, bonjour. Et là, du coup, Damien, on est à l'endroit où vous recevez du coup la matière fraîche prête à broyer, c'est ça? C'est ça. En fait, on reçoit donc tous les déchets verts de nos déchetteries, donc les 5 déchetteries du territoire, principalement donc Langon qui est la grosse déchetterie du territoire. On a aussi sur Bazas une déchetterie, Préchac, Saint-Symphorien et l'Herme et Musset. Et donc on reçoit quasiment 8500 tonnes par an de déchets verts. D'accord. Pour combien de production de compost de combien du coup? Le compost, on est aux alentours de 4500 tonnes à peu près. D'accord, donc la moitié, un peu plus de la Pas moitié. loin. Et vous êtes combien du coup sur la plateforme à travailler Alors sur la plateforme, il y a une personne à temps plein et de temps en temps là, on rajoute une personne qui vient l'aider lorsqu'on a des phases de broyage, de criblage et tout ce qui est retournement d'engrais. D'accord, donc une personne pour faire 4000 tonnes de compost. Oui, Ah exactement. bah c'est productif. C'est ça, c'est ça. On est une collectivité et donc on a 85 communes adhérentes au SICTOM Sud Gironde, ce qui correspond à peu près à 66 000 habitants. D'accord, et ça fait quand même pas mal de monde. Donc en termes de type que vous avez en rentrée, parce que souvent dans mes vidéos, quand j'utilise du compost, dans les commentaires, on me dit faut pas utiliser ça parce qu'il y a des pesticides, il y a des bouts de station d'épuration, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez du coup Alors nous, l'apport, c'est que du déchet vert. Il n'y a pas de bout de station d'épuration, il n'y a pas de... Après les pesticides, effectivement, on ne sait pas comment les gens, je dirais, se sont occupés de leur jardin. Forcément, a priori, il y a quand même peu de chances que les gens tartinent du pesticide. Il faut espérer, et en tout cas de moins en moins. Donc effectivement, nous, on est vraiment que sur des déchets verts. D'accord, donc déchets verts des particuliers et... particuliers et mairies. D'accord, donc les services publics aussi Voilà. d'entretien des parcs, ce genre de choses. Exactement. Ils amènent ici. Et donc une fois qu'on a le broyat, du coup il faut le passer au broyeur j'imagine. Donc on va aller voir le broyeur peut-être? Oui, très bien. Ok, allez c'est parti. Donc voilà, on est à l'étape du broyage, je suis avec Philippe qui va nous présenter du coup cette machine. Alors comment ça fonctionne Philippe du coup? Alors c'est un broyeur qui est à double rotor avec 165 tours qui tourne dans un sens ou dans un autre pour déchiqueter le déchet vert avec des grilles de 220 pour faire des morceaux pour l'aération. D'accord, et ça mange des arbres ça hein? Ça mange tout. D'accord, on charme par le dessus puis ça ressort par la trémie là à droite. Voilà, c'est ça. Ok, impeccable. Bon, on va la faire fonctionner, on va regarder ça? Allez, c'est parti, on lance l'engin. Hop. Bon, là clairement on est sur un autre type de broyeur que mon petit broyeur de jardin. Hein. Oh là, la taille du godet. Ah, c'est impressionnant du coup la taille du godet. Et vous m'expliquiez que du coup il y a une pesée embarquée dedans, c'est Voilà, ça? c'est ça en fait. Là quand il va soulever avec son godet les déchets verts,
va pouvoir connaître le poids qui va passer au broyage. Et notamment, c'est très intéressant pour la production de compost, pour connaître les quantités de compost produites durant l'année. Ah ouais, c'est vraiment du bel outillage, hein. C'est un peu mieux que ce que j'ai au jardin. Et alors souvent, nous, au jardin, on aimerait pouvoir utiliser directement du broyat non composté. Alors, est-ce que vous en vendez? Alors non, effectivement, on ne le vend pas. Ça pourrait être à l'étude, mais on a quand même beaucoup de trop gros morceaux, ouais. De gros morceaux. Et peut-être cribler en fait le broyat directement avant. Ouais, ça doit être compliqué à cribler quand même. C'est un peu plus lent, Donc on avait déjà fait des tests comme ça, mais effectivement c'est quand même plus lent. Ok, donc on a vu le broyage et là on passe à l'entreposage en fait en andin pour voilà, c'est le ça. compostage. On crée en fait un andin, c'est à peu près sur une production de 2 mois de déchets verts environ. Et donc on va donc broyer tout ce déchet vert pour créer l'andin et on va laisser toute la phase de fermentation, maturation. Donc la phase de fermentation c'est à peu près 2 mois. Donc on arrose en fait en circuit fermé avec l'eau de pluie. Donc l'andin, et ensuite on le retourne, et en fait il y a par le phénomène, donc c'est une fermentation en aérobie, par le phénomène de fermentation en fait on va composter les déchets verts. Et vous le retournez au chargeur en fait. Exactement. Et il y a bien de l'oxygène jusqu'au cœur du tas là, parce que les tas sont quand même bien gros. Et ben c'est pour ça qu'on est justement obligé de les retourner fréquemment. En fait on arrose, on les retourne, à peu près 3 fois durant les 2 mois de fermentation. Toutes les 3 semaines en gros le tas est retourné. Ouais. On prend ensuite aussi on contrôle la température, ce qui nous permet justement de bien vérifier que ça monte en température, et donc il y a le phénomène de fermentation. D'accord, et ça monte à combien au cœur du tas? Ça peut monter jusqu'à 80, plus de 80 degrés. Ouais. D'accord, ça chauffe bien. Oui, ça chauffe bien. Et souvent on m'a mis également en commentaire sur les vidéos qu'il y avait des terpènes et des molécules assez toxiques dans notamment les résineux. Ouais. Est-ce que c'est détruit au compostage? Alors, ces molécules-là? Nous on fait des analyses dans le cadre du compost pour que ça rentre entre guillemets dans le bio, un compost bio. Et effectivement, on n'a jamais eu de soucis vis-à-vis de ce type de toxiques. Et donc, je voulais savoir également comment vous faites pour essayer d'améliorer, diminuer la présence de plastique. Alors, j'ai pris du compost là récemment, c'était du 0,10, il n'y en avait pas du tout. Oui. Mais sur du 0,20, du criblage 0,20, ça m'est arrivé d'avoir des petits bouts de plastique dedans. Et ben, d'où ça provient? Puis qu'est-ce que vous faites pour essayer de diminuer les plastiques qu'on pourrait avoir dans le compost? Ouais. Alors, la provenance est essentiellement liée aux administrés qui font des erreurs de tri au niveau des déchets verts, volontairement ou involontairement. Ça arrive que des fois les personnes laissent en fait les déchets verts dans les sacs poubelles. Donc forcément nous, si l'agent de déchetterie voit ça directement, il va enlever le sac poubelle, mais ça arrive que malheureusement d'autres personnes vident les déchets verts par-dessus les sacs poubelles remplis de déchets verts, et donc finalement on ne voit pas les sacs le temps que ça tombe dans le broyeur. Donc c'est toujours la difficulté. Donc c'est vraiment un process de qualité, c'est-à-dire que dès la déchetterie, il va falloir qu'on surveille ça. Quand on charge aussi quand on charge les bennes pour venir ici, un contrôle qualité, et de nouveau ici, on va essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de plastique dans le... Et puis peut-être en appeler du coup au civisme des gens aussi, de ne pas mettre du plastique dans la benne à déchets verts, parce qu'après ça va se retrouver dans les jardins des potagistes. Donc voilà, essayez de penser aux gens qui vont avoir du compost derrière, évitez de mettre du plastique. Exactement. Et donc, alors ce que vous venez m'expliquer là, c'est qu'il y a 3 mois du coup de compostage en andin. Ouais, alors il y a eu 2 mois de fermentation, et maintenant c'est ce qu'on appelle, on est en maturation, 3 mois, donc en tout à peu près 5-6 mois de compostage, pour obtenir justement après derrière normalement un compost de qualité. Pour ce qui est des jus de compost du coup, on est en circuit fermé, c'est-à-dire que ça part directement dans notre bassin de lissivia. Et ensuite les jus, on les récupère pour arroser de nouveau le compost. Oui, j'ai vu tout à l'heure là un gicleur là qui remettait les jus sur l'état. Exactement, c'est ça. Ok, donc là on est devant le compost qui va être criblé. Et voilà, donc là il y a encore des gros morceaux dedans, et tout ça, ça va être du coup trié pour garder que la partie fine. Alors là on voit qu'il y a les jus de compost qui s'écoulent, mais on m'a expliqué que tout ça est récupéré du coup et réinjecté dans l'état via des asperceurs, de manière à ce que rien ne se perde, toute la richesse du coup de la matière organique est maintenue du coup dans le compost final. Et on évite aussi du coup de polluer la nappe phréatique. Juste j'en profite pour vous montrer la taille du godet. Voilà, regardez, je me mets dedans. Vous voyez l'engin?
Bon, et donc là je suis devant le cribleur, hein, donc ça c'est une belle machine, hein, ça vaut 200 000 euros. Le broyeur que vous avez vu avant c'est une machine à 800 000 euros et le chargeur c'est une machine à 70 000 euros. Donc c'est pas mal d'investissement, hein, pour faire tourner ces plateformes, mais bon ça fait le travail de je sais pas combien de centaines de personnes. Imaginez qu'on fasse ça à la main, donc c'est assez impressionnant. Donc là on est devant le cribleur, on va le regarder, on va voir comment ça fonctionne. C'est parti. Ok, donc là du coup, il charge la machine. Tout ça passe après dans des cribles. Donc là, il est calibré en 0,20. Voilà, et toute la partie fine du compost du coup ressort ici. Et les gros morceaux, voilà, ressortent là. Voilà, on les voit qui arrivent, les gros morceaux. Et là, on voit l'intérieur. On a également des gros morceaux qui sont éjectés à la base, là, les très gros morceaux. Et là on voit que ça s'accumule déjà pas mal, hein. Voilà, là, le tas de gros morceaux également qui est en train de bien augmenter. Et donc Damien, oui, la partie à gauche là du coup elle sert à quoi alors nous c'est ce qu'on appelle le refus de compost. D'accord. C'est les éléments grossiers qui soit sont remis dans le compost pour activer justement la fermentation puisqu'il c'est rempli de bactéries. D'accord, soit ça peut partir en chaufferie bois. D'accord, impeccable. Et ça du coup c'est bien le compost criblé qui va être prêt pour la vente. Ça c'est du 0,20 qui part directement à la vente. Ok, super. Pourtant c'est en maturation donc depuis 3 mois quand même. Là on est encore, je sais pas, alors je suis pas un connaisseur mais en termes de chaleur ça fume et... on est encore à 30 degrés là, à 35 degrés là. Ouais. Là on voit que ça fume. Hein. Ouais, c'est encore bien chaud. Hein. Et alors du coup c'est vendu combien le compost? Alors pour les particuliers, le vin doit être à 40 € la tonne. Une tonne c'est 1,5 m3 à peu près, c'est ça? À peu près, ouais. D'accord. Et le 10 on est à 60 € la tonne. Ouais c'est ça, ouais. Non, c'était pour vérifier parce que moi je les connais les prix. C'est pour ça, c'est salé. Très bien. Ouais non mais c'est imbattable. Hein. Et donc les machines sont allumées et éteintes à distance avec une télécommande en fait. Et c'est quand même du sacré outillage. D'accord, donc ça c'est la grille de 10. Vous venez de m'expliquer. Et donc là on était sur la grille de 20 dans le cribleur. Et donc ouais, pour changer la grille, bah, c'est quand même du boulot.
Bah, du coup, on va voir un peu à quoi ressemble une grille qu'on s'est arrêté. Voilà, donc voilà, ça c'est la grille 0,10. Et le compost qui sort de là, du coup, il est calibré à 1 cm max. Et la grille de 0,20, bah, j'imagine que les petits quadrillages sont plus grands. Et donc voilà, là ils ont une magnifique glycine qu'ils viennent de tailler sous une pergola. Et là, du coup, on en profite, on voit les bassins sur lesquels ils récupèrent les jus de compost. Là, on les voit qui coulent et qui après sont réinjectés du coup dans l'état. Donc l'eau de pluie plus les jus de compost, hein, puisque c'est en extérieur, donc il y a également, bah, du coup c'est beaucoup d'eau de pluie, hein, mais ça récupère également tout l'azote, le potassium, le phosphore qui pourrait couler d'état pour le remettre dedans et ne pas le perdre. Donc on a fait tout le tour du coup du processus. Juste quelques petites questions pour finir. Une question que je me pose toujours, c'est quoi la différence entre du compost et du terreau du coup? Alors la différence entre le compost et le terreau, c'est que le terreau est assimilable directement par les plantes. Donc généralement, il n'y a pas besoin de le mélanger. Nous, le compost, vaut mieux quand même le mélanger à de la terre pour éviter que... D'accord, c'est-à-dire que dans le terreau, il y a des éléments déjà directement minéralisés. Voilà. Si on met le compost directement, ça va faire des fins d'azote en fait, non? Ouais, c'est vraiment tellement riche que la plante risque de brûler, quoi. Donc j'essaie de mettre moi plutôt le compost à l'automne, qu'il ait quelques mois pour maturer du coup. Par Et exemple. après, pour revenir après 5-6 mois après, pour planter dedans. Alors, oui, ou de mélanger, mais on en a beaucoup aussi qui l'utilisent à partir du mois de fin février, mars, avril, et qui le positionnent directement dessus les plantes, et comme ça c'est assimilé avec la pluie. Oui, ça ruisselle, Voilà, du coup ça exactement. minéralise doucement. C'est ça. Ok. Et donc vous m'avez fourni également les analyses du compost. On est sur un C sur N de 16 avec en gros un NPK, on est sur un N à 0,7, donc on n'est pas sur des engrais, on est vraiment sur de l'amendement. Exactement. Et voilà, bon, comme je l'utilise au potager, hein, ça fonctionne bien. J'essaie quand même plutôt de le mettre à l'automne pour éviter d'avoir une fin d'azote au cas où. Mais bon, C sur N de 16, on n'est quand même pas sur des C sur N extrêmement élevés. Et donc du coup, c'est possible de se faire livrer aussi, vous m'avez dit? Tout à fait. On est à 65 € la livraison, sachant que l'idéal, comme nos camions peuvent monter jusqu'à quasiment 10 tonnes de compost, l'idéal c'est de charger quasiment 10 tonnes de compost dans le camion. Ok, donc là pour démarrer un grand potager au départ, on fait venir un grand camion, on décharge le camion, on s'embête pas et Voilà. après on peut lancer une grande zone de culture quand on veut lancer un grand potager. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne option je trouve. Et puis du coup une dernière question que je me pose, à savoir si le prix quand on achète le compost c'est subventionné ou pas, ou si vraiment on le paye au prix que ça coûte au prix de fabrication en fait. C'est quasiment le prix de fabrication, effectivement. D'accord, donc c'est vraiment le coût de revient de la matière. Voilà, c'est ça. Ok. On prend l'exemple des sacs. Effectivement, le coût le plus important pour les sacs, finalement, c'est pas le compost, c'est l'ensachage. Oui, bah oui, parce que ça demande du travail. Oui, exactement. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, c'était passionnant. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci Damien. Merci. Puis merci à Philippe aussi. Il nous a manipulé le chargeur. Vraiment très impressionnant cette visite. Vraiment très content. Là, moi, je suis un peu comme un gamin qui a vu plein de beaux jouets. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.